Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez le vent chaud du désert souffler doucement sur vos paupières. Car au cœur des sables éternels, une fleur d'or, une fleur attend. On raconte qu'une fois tous les 100 ans, la rose de Jéricho s'éveille, là où le temps lui-même retient son souffle. Une plante mythique, cachée entre les dunes, protégée par des légendes et des secrets oubliés. Gabriel Moreau, archéologue au regard curieux, entendit cet appel un soir d'été. Guidé par un vieux manuscrit, accompagné d'une botaniste au cœur vaillant et d'un historien des vents du désert, il partit à la recherche de l'impossible. Mais chaque pas dans les sables rapproche du mystère et du danger. Car d'autres convoitent la rose. D'autres sont prêts à briser les cycles, à défier les anciens serments. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez la légende de la rose de Jéricho vous envelopper, comme le souffle ancien d'un désert endormi. Bienvenue dans un voyage apaisant, au cœur des légendes. Les lourdes portes en bois de la salle de conférence se refermèrent derrière lui dans un grincement solennel. Gabriel Moreau s'installa au dernier rang, son carnet en cuir posé sur ses genoux. La pièce, éclairée par des lustres en bronze terni, résonnait du murmure feutré des érudits venus des 4 coins du monde. Ce soir-là, l'université de Jérusalem accueillait un colloque rare, les légendes oubliées du Moyen-Orient. Sur l'estrade, le professeur Saïd Al-Moussa, grand spécialiste des manuscrits anciens, déroulait un parchemin fragile, jauni par les siècles. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il approchait le micro. « Mesdames et messieurs », commença-t-il d'une voix grave, « ce que vous voyez devant vous est l'un des plus vieux témoignages connus sur ce que les anciens appelaient Flos Resurrectio. La rose de Jéricho. » Un frémissement parcourut la salle. Gabriel releva la tête, intrigué. La rose de Jéricho? Il avait entendu ce nom autrefois, un soir d'enfance, dans les histoires que lui racontait sa grand-mère. Une fleur qui se repliait et renaissait, symbole de résurrection et de vie éternelle. Mais ce soir, ce n'était pas un conte. Ce manuscrit parlait d'un cycle. Selon ce texte, poursuivit le professeur, la rose ne fleurit qu'une seule fois tous les 100 ans. Et cette floraison aurait lieu bientôt. Un silence suspendu s'abattit. Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Il se pencha en avant, prenant fébrilement des notes. Sur l'écran derrière l'estrade apparut l'image d'une carte ancienne, marquée d'un cercle rouge au cœur du désert. Mais son emplacement exact reste un mystère, ajouta le professeur Al-Moussa. Certains indices pointent vers les ruines de Wadi al-Kidr, d'autres vers un ancien monastère disparu des cartes modernes. Gabriel ferma son carnet, l'esprit déjà en mouvement. La conférence s'acheva dans les applaudissements polis, mais lui restait figé sur sa chaise, les yeux rivés sur l'écran noir. Une fleur qui n'apparaît qu'une fois par siècle, une légende qui prenait soudain des airs de vérité. Plus tard, dans le hall désert, il rattrapa le professeur Al-Moussa. « Ce manuscrit, » murmura Gabriel. « Est-ce que je pourrais le consulter ? » Même brièvement. Le vieil homme le regarda avec un sourire énigmatique. « Je savais que cela attirait un chercheur comme vous, Moreau, » répondit-il. « Venez demain à mon bureau. Mais sachez une chose, ceux qui ont cherché la rose avant vous n'en sont jamais revenus. » Gabriel soutint son regard. « Alors je dois être le premier ?» Et tandis qu'il quittait l'université, les ombres du désert semblaient déjà se dessiner à l'horizon, promettant mystère et péril. La quête de la rose de Jéricho venait de commencer. Le lendemain matin, le soleil baignait Jérusalem d'une lumière d'or et de poussière. Les cloches de l'université résonnaient dans l'air sec quand Gabriel Moreau grimpa les marches vers le bureau du professeur Al-Moussa. Ses pas résonnaient sur les pierres anciennes, et son esprit était déjà ailleurs, perdu dans les promesses du manuscrit. La porte du professeur était entr'ouverte. À l'intérieur, un chaos organisé régnait, des piles de parchemins, des cartes froissées, des livres ouverts sur des langues oubliées. Au milieu de tout cela, Al-Moussa l'attendait, une loupe à la main, les yeux brillants de passion et de fatigue. « Entrez, Gabriel, » dit-il sans lever la tête. « La rose vous appelle, n'est-ce pas ?» Gabriel hocha la tête. « Plus que jamais. Vous avez trouvé quelque chose ?» Le professeur tapota le parchemin étalé devant lui. Ce texte mentionne un symbole récurrent, une clé gravée dans la pierre,
un sigil oublié. J'ai croisé ce symbole sur une stèle autrefois photographiée dans les ruines d'un monastère au sud du Negev. Une oasis disparue? Wadi al-Qidr. Ce serait notre premier indice. Gabriel sentit une bouffée d'excitation. Il connaissait l'endroit de réputation, un lieu balayé par les vents, effacé des cartes modernes, dont les rares visiteurs racontaient des mirages et des voix dans le vent. Mais, reprit Al-Moussa en se redressant, vous ne pouvez pas y aller seul. Vous aurez besoin d'un guide, et d'une experte des plantes désertiques. Il tendit à Gabriel 2 cartes de visite. Léa Darzi, botaniste spécialisé en espèces rares. Et Youssouf Al-Mansour, historien local et fin connaisseur des légendes bédouines. Ils sont à Jérusalem, tous deux passionnés, mais prudents. Il faudra les convaincre. Gabriel prit les cartes, les serrant dans sa main. Je trouverai les mots. Plus tard dans la journée, il rencontra Léa dans une petite serre cachée derrière un musée d'histoire naturelle. Brune, les cheveux attachés en une queue de cheval sauvage, elle manipulait des plantes épineuses avec des gestes précis. La rose de Jéricho? Demanda-t-elle en haussant un sourcil, amusée. Vous êtes le 3e rêveur cette année à venir me parler de cette légende. Gabriel sourit. Sauf que cette fois, j'ai une carte. Et une date. La floraison est imminente. Son ton, son regard, firent hésiter Léa. Puis elle soupira, posa ses gants. Très bien. Mais si on finit enseveli sous le sable, je vous tiendrai personnellement responsable. Youssouf, quant à lui, les attendait dans un café enfumé de la vieille ville. Grand, le visage buriné par le vent, il les observa longuement avant de hocher la tête. « Cherchez la rose, murmura-t-il, c'est entrer dans un territoire qui n'appartient plus aux hommes, mais aux souvenirs. Êtes-vous prêt à marcher sur les traces des fantômes ?» Gabriel leva son verre. « Nous partons à l'aube. » Et tandis que la lune se levait sur Jérusalem, 3 silhouettes se préparaient à affronter le désert. La clé du mystère les attendait, quelque part, enfouie sous les sables et les siècles. L'aube naissante étalait des teintes rouges et or sur l'horizon lorsque leur jeep s'engagea sur les pistes poussiéreuses du désert. Le moteur vrombissait sous les secousses, soulevant des nuages de sable qui se perdaient dans l'infini. Gabriel, assis à l'avant, fixait la ligne tremblante des dunes, les doigts crispés sur la carte qu'il relisait sans cesse. D'après les indications du manuscrit, murmura-t-il à Youssouf, le monastère devrait être à moins d'1 heure d'ici. Youssouf acquiesça en silence, ses yeux d'éclaireur guettant les moindres traces. Léa, à l'arrière, observait les paysages arides, ses pensées déjà tournées vers les légendes végétales. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une autre voiture les suivait à distance. À l'intérieur, César Montelli contemplait leur sillage à travers des jumelles, un sourire froid sur les lèvres. Ce collectionneur d'art et de reliques rares avait ses informateurs partout. Il avait entendu parler de la conférence, et plus encore du manuscrit. Et là où il y avait un trésor, Montelli n'était jamais loin. Qu'il fasse le sale boulot, dit-il à son chauffeur. Nous les laisserons ouvrir la voie. La Jeep de Gabriel gravit enfin la dernière crête. Devant eux s'étendait un chaos de pierres effondrées, les vestiges d'un ancien monastère, mangé par le temps et le sable. Quelques colonnes encore debout semblaient prier le ciel, comme les derniers témoins d'une foi oubliée. Gabriel descendit de la Jeep et s'approcha des ruines, les yeux brillants d'excitation. « C'est ici, souffla-t-il. La clé est quelque part, j'en suis sûr. » Ils explorèrent les lieux en silence. Léa s'arrêta devant une pierre gravée de symboles, la caressa du bout des doigts. « Regardez ça. On dirait, un chemin tracé ?» Gabriel s'accroupit près d'elle. Un itinéraire codé, ou peut-être une carte sculptée. Mais soudain, un bruit de pas précipités résonna derrière eux. Ils se retournèrent. Une dizaine d'hommes armés s'approchaient, des bandanas couvrant leur visage. À leur tête, un homme vêtu de lin beige, lunettes de soleil étincelantes, avançait d'un pas assuré. Montelli. Eh bien, Moreau, lança-t-il en écartant les bras, toujours à courir après les fables? Gabriel se redressa, méfiant. Que fais-tu ici, Montelli? Ce n'est pas un musée. Montelli sourit, dévoilant des dents trop blanches. Oh, mais chaque ruine est un musée, mon ami. Il suffit de savoir où creuser. Et moi, j'ai les outils, et les hommes.
Maintenant, donne-moi ce que tu as trouvé. Youssouf s'interposa, la main sur son couteau. Nous n'avons rien pour vous. Montélie éclata de rire. Ah, Youssouf, toujours aussi loyal, mais inutile. Mes hommes vont fouiller. Quant à vous, il fit un signe. 2 sbires sortirent des cordes. Vous resterez ici bien sagement. Gabriel échangea un regard rapide avec Léa. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait pris au piège, mais cette fois, la menace semblait plus réelle, plus sourde. Montélie s'éloigna vers les ruines, laissant ses hommes les surveiller. « Trouvez-moi cette clé !» cria-t-il. Avant que le désert ne la reprenne. Attachés dos à dos, Gabriel, Léa et Youssouf savaient qu'il leur restait peu de temps. La rose de Jéricho n'avait pas attendu 100 ans pour tomber entre de mauvaises mains. Et quelque part, sous les pierres chaudes, la clé du désert attendait son digne héritier, ou son prochain fossoyeur. Le soleil grimpait haut dans le ciel, frappant les pierres blanches des ruines d'une lumière aveuglante. La chaleur faisait onduler l'air comme un voile tremblant. Gabriel sentit la corde rugueuse entailler ses poignets, mais son esprit restait concentré. « Bouge pas », chuchota Léa derrière lui. « Je crois que je peux atteindre mon couteau. » Elle tira discrètement sur sa manche. Youssouf, de l'autre côté, fixait les gardes d'un œil aiguisé. 2 hommes restaient près d'eux, leurs fusils appuyés contre les décombres, l'air distrait. « Dépêche-toi, Léa », souffla Gabriel. « Ils vont bientôt revenir fouiller ici. » La lame apparut enfin entre les doigts de Léa. D'un geste rapide, elle entama la corde, les fibres craquant une à une. Au même instant, un cri retentit du côté des ruines. « Chef, venez voir ça !» Les gardes tournèrent la tête, intrigués. Léa profita de l'instant pour trancher la corde d'un coup sec. Gabriel bondit aussitôt sur ses pieds, attrapa un point de sable et le jeta au visage du premier homme. Youssouf désarma le second d'un geste précis et le fit tomber d'un crochet à la mâchoire. « On file !» lança Gabriel. Ils s'élancèrent entre les colonnes brisées, serpentant dans les ombres. Derrière eux, des voix hurlaient, des coups de feu éclataient, ricochant sur la pierre. Gabriel guida ses compagnons vers une ouverture dissimulée derrière un pan de mur effondré. Par ici, une crypte. Ils glissèrent à l'intérieur, dévalant un escalier taillé dans la roche. L'air devint plus frais, plus humide. Des torches éteintes pendaient encore au mur, vestiges d'un autre temps. Au fond, une salle circulaire s'ouvrait, soutenue par des piliers gravés. Au centre, un autel de pierre, recouvert de symboles mystérieux. Gabriel s'approcha, ses doigts effleurant les gravures. « Ce sont les mêmes que sur le manuscrit », murmura-t-il. Un langage oublié, mais lié à l'oasis de Wadi al-Kidr. Léa s'agenouilla devant l'autel. Ses yeux suivirent les lignes sculptées. « C'est une carte », souffla-t-elle. « Regarde, ces marques indiquent des reliefs, ces cercles des points d'eau, et ici, ce symbole étrange, la rose ?» Gabriel acquiesça, fasciné. « Oui. Mais ce n'est pas tout. Ce mécanisme... » Il pressa une pierre légèrement enfoncée. Un cliquetis résonna. Lentement, un compartiment secret s'ouvrit dans l'autel, révélant un rouleau de cuir, scellé d'un fil rouge. Gabriel le prit avec précaution. « Voilà notre carte, » dit-il. Celle qu'il cherchait. Mais alors qu'il déroulait le parchemin, des pas précipités résonnèrent au sommet de l'escalier. Youssouf leva les yeux. « Ils nous ont retrouvés. » Gabriel rangea la carte dans son sac. Pas question qu'il mette la main dessus. Par ici, un couloir étroit serpentait derrière l'autel. Ils s'y engouffrèrent, courant dans l'obscurité, guidés par la lueur vacillante d'un briquet que Léa venait d'allumer. Derrière eux, les voix de Montélie résonnaient, furieuses. « Moreau » cria-t-il. « Ce n'est qu'une question de temps. Tu ne peux pas fuir le désert. » Mais Gabriel sourit dans l'ombre. Car maintenant, ils avaient la carte. Et avec elle, la clé pour trouver l'oasis perdue, et peut-être la rose de Jéricho elle-même. La véritable chasse ne faisait que commencer. Le désert s'étendait à perte de vue, un océan de sable brûlant sous un ciel implacable. La Jeep cahotait sur les pistes effacées, chaque bosse résonnant jusque dans les eaux. Léa tenait fermement la carte sur ses genoux, luttant contre le vent qui menaçait de l'emporter à chaque rafale. « On est sûr de la direction ?»
demanda-t-elle, plissant les yeux vers l'horizon, où les dunes se perdaient dans une brume dorée. Gabriel consulta sa boussole, puis la carte. Le manuscrit parlait de 3 points d'eau avant l'oasis. On a passé les 2 premiers hier, le dernier devrait être droit devant. Youssouf, au volant, grimaça. Si le désert ne nous joue pas de tour. Ces terres aiment égarer les étrangers. Et les mirages sont parfois plus réels qu'on ne le croit. Le vent se leva soudain, sifflant entre les dunes comme un chuchotement ancien. Au loin, un nuage de sable se formait, grandissant à vue d'œil. « Tempête !» cria Youssouf. « On doit trouver un abri. » Ils accélérèrent, mais le désert semblait vouloir les avaler. La tempête les rattrapa en rugissant, voilant le soleil, effaçant les pistes. La Jeep s'enfonça dans une dune molle, les roues patinant. « On descend !» ordonna Gabriel. « Vite !» Ils se jetèrent hors du véhicule, attrapant sacs et provisions. Ensemble, ils coururent vers un amas rocheux qu'ils avaient à peine entrevu avant que la tempête ne les engloutisse. Sous l'abri fragile d'un surplomb, ils se tassèrent, les foulards plaqués sur le visage, le sable martelant leurs vêtements comme des aiguilles. « Combien de temps ça va durer ?» hurla Léa par-dessus le vent. Youssouf secoua la tête. « Parfois 1 heure. Parfois, toute une nuit. » Gabriel serra la carte contre lui, la protégeant du sable. Le vent hurlait, mais, au creux de son esprit, une inquiétude plus sourde grondait. Car là-bas, au-delà de la tempête, Montélie continuait d'avancer. Et lui n'avait pas besoin de boussole, il avait des hommes, des ressources, et aucun scrupule. Le lendemain, l'aube trouva le désert apaisé, recouvert d'une couche de sable fraîchement déposée, effaçant toute trace. La Jeep était à moitié ensevelie. « On est coincé ?» grogna Léa. Youssouf pointa l'horizon. « Pas tout à fait. Regardez. » Là, entre 2 dunes, un minuscule fil vert serpentait, à peine visible, une ligne de végétation. « Une piste !» s'exclama Gabriel. « Suivons-la avant que Montélie nous rejoigne. » Ils marchèrent pendant des heures, le soleil cognant sans pitié. La ligne verte les mena jusqu'à un escarpement rocheux. Au sommet, ils découvrirent un panorama à couper le souffle, un creux entre les montagnes, où l'eau scintillait faiblement. « Le dernier point d'eau » murmura Léa, émue. Mais avant qu'ils ne puissent descendre, une silhouette apparut derrière eux. Une silhouette familière, cigarette aux lèvres, lunettes noires sur le nez. « Montélie. »« Beau travail, Moreau » lança-t-il d'un ton mielleux. « Je savais que vous seriez de meilleurs pisteurs que mes hommes. » Derrière lui, plusieurs hommes armés gravissaient la pente. Gabriel se raidit. « Tu ne nous laisseras donc jamais tranquilles ?» Montélie sourit, un éclat de cruauté dans les yeux. « Pas quand il reste un trésor à prendre. Descendons ensemble, voulez-vous? Et si vous coopérez, peut-être que je vous laisserai une part. » Il fit un signe de tête, et ses hommes pointèrent leurs armes. Gabriel serra les poings. Le désert les avait épuisés, la tempête les avait éprouvés, mais ce n'était que le début. Car devant eux s'étendait le dernier seuil avant Wadi Al-Kidr, l'oasis perdue. Et derrière eux, le désert et ses prédateurs n'avaient pas dit leur dernier mot. La rose de Jéricho les attendait. Mais à quel prix? Ils descendirent la pente en silence, leurs pas crissant sur les pierres brûlantes. Autour d'eux, les armes de Montélie suivaient chaque mouvement, comme des ombres prêtes à frapper. Gabriel gardait les yeux rivés sur l'horizon. Là, au creux de la vallée, l'eau miroitait, encadrée par des palmiers tordus et des buissons verdoyants. Wadi Al-Kidr. L'oasis que les cartes avaient oublié, mais que les légendes chuchotaient encore. C'est plus petit que je l'imaginais, murmura Léa, le souffle court. Assez grand pour cacher un miracle, répondit Gabriel. Ou une malédiction. Montélie sourit en entendant ces mots. Vous êtes bien poète, Moreau. Mais moi, je cherche du concret. Où est cette rose? Montrez-moi la carte. Gabriel hésita, puis sortit le parchemin de son sac, le tenant hors de portée. La carte ne vous servira à rien sans nous. Elle est codée. Il faut la lire ici, sur le terrain. Chaque repère ne prend sens qu'avec les ombres du soleil. Montélie plissa les yeux. Très bien. Vous ouvrez la voie. Mais ne tentez rien de stupide. Ils traversèrent l'oasis, les pieds foulant un sol étonnamment humide.
L'air était plus frais, parfumé d'une odeur végétale douce et étrange. Gabriel scrutait chaque pierre, chaque alignement. Puis, près d'un bassin couvert de nénuphars, il s'arrêta. Ici, au bord de l'eau, un cercle de pierres noires était disposé. Au centre, un piédestal taillé dans la roche, gravé de symboles familiers. Gabriel sortit la carte, la plaça sur le piédestal. La lumière du soleil, traversant une fissure entre les falaises, tomba sur la pierre, révélant un tracé invisible, dessiné par l'ombre elle-même. Léa s'approcha, fascinée. C'est un cadran, la lumière indique l'emplacement exact, regarde. Là. Son doigt pointa un petit monticule de terre, à quelques mètres du cercle. Montelli se redressa, l'excitation perçant dans sa voix. Creusez. Ces hommes s'élancèrent. À coups de pelle, ils dégagèrent la terre, révélant une trappe en métal forgée d'arabesques anciennes. Sur le battant, une inscription effacée, celui qui ouvre 100 fois refermera avec le néant. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ça ne vous dit rien de bon, ça? Demanda Léa, inquiète. Montelli ricana. Des menaces de vieux moines. Ouvrez. Ces hommes forcèrent la trappe. Un souffle d'air tiède, presque vivant, s'en échappa. En dessous, un escalier en colimaçon descendait dans la pénombre. Montelli se tourna vers Gabriel, un éclat impatient dans le regard. Après vous, Moreau. Gabriel échangea un regard avec Léa et Youssouf. Ce chemin, il savait qu'il n'aurait pas de retour facile. Mais il n'y avait plus de marche arrière. Ils descendirent. Lentement, les bruits de l'oasis s'effacèrent derrière eux, remplacés par un silence lourd, minéral. La pierre suintait d'humidité, et sur les murs, des fresques racontaient des histoires de Dieu, de guérison, de résurrection, et de sacrifice. Au bout de l'escalier, une porte sculptée se dressait, fermée par un mécanisme complexe d'engrenages et de symboles. Léa s'en approcha, les doigts effleurant les gravures. C'est une énigme, dit-elle à voix basse. Une épreuve de savoir. Si on se trompe? Gabriel la fixa, grave. On n'aura qu'une seule chance. Derrière eux, Montelli s'impatientait. Dépêchez-vous. La rose est à nous, je la sentirai bientôt entre mes doigts. Mais sous la pierre, quelque chose semblait respirer. Comme si l'oasis elle-même, gardait son secret. Et au-delà de cette porte, attendait la fleur interdite. La porte de pierre se dressait devant eux, massive et solennelle, ornée d'inscriptions anciennes et de symboles entrelacés. Au centre, un cercle gravé, entouré de 4 runes semblables à des pétales. Gabriel s'en approcha, sa lampe frontale projetant des ombres dansantes sur les gravures. Ce n'est pas qu'une serrure, murmura-t-il. C'est un langage. Léa étudia les symboles à son tour. Ces runes, elles sont liées aux 4 éléments, eau, feu, terre, air. Mais regarde, l'une d'elles est inversée. Gabriel fronça les sourcils. Comme si elle défiait l'ordre naturel. Une énigme inversée. Derrière eux, Montelli commençait à perdre patience. Alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvrez cette maudite porte. Gabriel ignora ces paroles. Il fit le tour du cercle central, notant les fissures, les aspérités. Ce cercle, il tourne. Mais pour l'actionner, il faut placer les symboles dans le bon ordre. Sinon, un déclic sinistre résonna soudain dans les profondeurs, comme si la grotte elle-même retenait son souffle. Léa posa sa main sur son épaule. On n'aura qu'un essai. Gabriel inspira profondément. L'eau nourrit la terre porte le feu élève l'air. Mais si l'air est inversé, alors le cycle est rompu. Il réfléchit, le regard plongé dans les gravures. Puis, lentement, il tourna le cercle, alignant les runes selon sa déduction. L'eau à l'est, la terre au sud, le feu à l'ouest, et l'air inversé, au nord, mais retourné. Un silence. Puis un nouveau déclic, plus profond, plus lourd. La porte vibra, et lentement, très lentement, commença à s'ouvrir, libérant un souffle ancien, chargé d'une senteur d'herbe sèche et de cendres. Montelli poussa Gabriel de côté, ses yeux brillants de convoitise. Bien joué, Moreau. Maintenant, reculez. Cette découverte est mienne. Ces hommes s'engouffrèrent les premiers dans la salle révélée.
Gabriel, Léa et Youssouf les suivirent à distance, le cœur battant. La pièce était circulaire, creusée dans la roche vivante. Au centre, sur un socle de pierre, sous un rail de lumière tombant d'une fissure invisible, une plante reposait. Ses feuilles sèches étaient repliées sur elles-mêmes, comme une main fermée en prière. Pourtant, au creux de ses pétales fanés, un éclat d'ambre vibrait faiblement, irradiant une chaleur douce. La rose de Jéricho, souffla Léa, émerveillée. Elle existe vraiment? Montélie s'avança, les mains tendues. Enfin, après tout ce temps, elle est mienne. Mais alors que ses doigts effleuraient la plante, une fissure soudaine se dessina au sol, un grondement sourd résonna. Des gravures se mirent à briller autour de la salle, irradiant une lueur rouge. Gabriel se précipita. Montélie, ne la touchez pas. C'est un sceau, pas un simple socle. Mais il était trop tard. Montélie cueillit la rose. Un hurlement jaillit des murs, le sol trembla violemment. La salle vibra, et la fissure s'élargit, laissant échapper un souffle brûlant. « Qu'avez-vous fait » cria Léa. Montélie recula, la rose entre ses mains, l'air triomphant malgré le chaos. « Je l'ai. » Mais derrière lui, la pierre commençait déjà à s'effondrer. Gabriel attrapa la main de Léa. « Il faut sortir. Maintenant. » Dans un vacarme d'enfer, la salle commença à s'écrouler. La quête de la rose de Jéricho venait de réveiller une force ancienne. Et nul ne savait désormais si le miracle qu'il poursuivait serait don ou malédiction. Le sol tremblait sous leurs pieds. Des blocs de pierre s'effondraient du plafond, soulevant des nuages de poussière et de cendres. La lumière rouge des gravures pulsait comme un cœur battant, alors que la salle semblait s'éveiller d'un long sommeil. Gabriel tira Léa par la main, courant à perdre haleine vers l'escalier en colimaçon. « Par ici » cria-t-il. « Dépêchez-vous » Derrière eux, Montélie riait toujours, tenant la rose de Jéricho contre sa poitrine comme un trophée. Ces hommes, eux, perdaient leur sang-froid, tentant de fuir alors que le sol s'ouvrait en crevasse. « Elle est à moi » hurlait Montélie. « Personne ne me l'enlèvera. » Une colonne s'effondra près de lui. Un craquement sinistre résonna, l'escalier commençait à se fissurer. Youssouf ferma la marche, poussant Léa et Gabriel devant lui. « Plus vite. On n'a pas le temps. » Ils gravirent les marches deux à deux, alors que la pierre cédait sous leurs pas. Derrière eux, un cri, un des hommes de Montélie glissa dans une faille, avalé par l'obscurité. Ils débouchèrent enfin à l'air libre. Le soleil frappait leur visage, mais le sol vibrait encore. L'oasis entière semblait mourir. Les palmiers ployaient, l'eau du bassin s'évaporait en volutes de vapeur, et le vent hurlait comme une plainte. Montélie surgit à son tour, couvert de poussière, le regard fou. « Regardez-la » cria-t-il, brandissant la rose. « Regardez comme elle est belle. » La plante dans ses mains semblait changer. Les feuilles s'ouvraient lentement, révélant un cœur doré, irradiant une lumière douce. Un souffle chaud s'en échappa, caressant le visage de Gabriel. « Ce n'est pas une fleur ordinaire, » murmura Léa, fascinée. « Elle respire. » Mais soudain, la lumière se fit plus intense. Les veines de la plante brillèrent, puis pâlirent. La rose se flétrit instantanément dans les mains de Montélie, ne laissant qu'une poussière fine et grise. Montélie resta figé, incrédule. « Non, non, non. Ce n'est pas possible. Elle était à moi. » Il s'écroula à genoux, les poings serrés sur la poussière. Gabriel s'approcha lentement, le cœur serré. « Tu ne pouvais pas l'accueillir, Montélie, » dit-il doucement. « Elle n'est pas faite pour être possédée. Seulement pour être observée. » Montélie leva vers lui un regard vide. « Alors, tout ça, pour rien ?» Mais Gabriel fixait l'endroit où la rose avait fané. Une minuscule pousse, fragile, verdoyante, émergeait déjà du sable brûlé. « Non, » murmura-t-il. « Pas pour rien. La rose de Jéricho n'est pas un trésor qu'on arrache. C'est un symbole. Elle renaît, toujours. » Léa s'accroupit près de la pousse. Elle n'a pas besoin d'être emportée. Elle est le miracle de la résilience. Une promesse de renaissance. Youssouf posa une main sur l'épaule de Montélie. Certains secrets ne sont pas faits pour être gardés dans une vitrine. Le vent s'adoucit, le silence retomba.
L'oasis s'apaisa, comme si le désert lui-même refermait ses blessures. Gabriel regarda l'horizon, une certitude gravée au fond de son âme. Ils avaient trouvé la rose. Mais plus encore, ils avaient compris sa leçon. Et dans les sables éternels, la légende continuerait de fleurir, bien après que les hommes l'aient oubliée. Le silence avait quelque chose d'irréel. L'oasis, vidé de sa magie, semblait redevenu un simple creux de sable et de pierre. Pourtant, sous les pas de Gabriel, la terre battait encore d'une étrange chaleur. Ils avaient survécu. Mais quelque chose persistait. Montélie marchait derrière eux, abattu, les yeux fixés sur la poussière de la rose qu'il n'avait pas pu posséder. Sa silhouette autrefois arrogante semblait rétrécie, comme écrasée par un fardeau invisible. « Alors c'est fini », souffla Léa. Gabriel s'arrêta, scrutant l'horizon. Une brume étrange montait entre les dunes, opaque, dense. Le soleil, haut dans le ciel, paraissait immobile. « Non », murmura-t-il. « Ce n'est pas fini. »« Pas encore. » Youssouf fronça les sourcils. « Tu sens ça ?» L'air, il a changé. Un grondement surmonta du désert. Derrière eux, l'oasis se fissurait de nouveau, des failles noires s'ouvrant dans le sable. Du vent, une voix sembla naître, ancienne, presque chantante, mais lourde d'un avertissement oublié. Celui qui rompt le cycle, doit payer. Gabriel tourna brusquement. La pousse verte, celle qui avait germé à la place de la rose, fanait déjà, se racornissant, aspirée par une force invisible. La malédiction, murmura Léa, blêmissant. Ce n'était pas la rose. C'était ce qu'elle protégeait. Les gravures sur les parois de l'oasis, maintenant bien visibles, racontaient une histoire qu'il n'avait pas déchiffrée plus tôt. Elles montraient non seulement la naissance de la rose, mais aussi un sceau, enfermant une force sombre sous la terre. Montélie se redressa, ses yeux brillant d'une lueur étrange. Ce n'était pas une plante, c'était une clé. Une clé pour ce qui dort ici depuis des siècles. Le vent hurla, des colonnes de sable se levèrent, formant comme des silhouettes mouvantes. Le désert entier semblait s'éveiller. Youssouf dégaina son couteau, ses yeux écarquillés. On doit partir. Maintenant. Mais les dunes se mettaient en mouvement, encerclant l'oasis, formant un cercle fermé. Le soleil, haut dans le ciel, restait figé, projetant une lumière blanche et irréelle. Gabriel serra les poings. Ce n'est pas une tempête. C'est le temps lui-même. Le cycle s'est rompu quand Montélie accueillit la rose. Il brandit le parchemin, le déployant face au vent. Les symboles sur la carte luisaient faiblement, mais certains clignotaient, comme un avertissement. La légende disait, « Celui qui ouvre 100 fois refermera avec le néant. » Nous avons ouvert. Maintenant, nous devons refermer. Montélie éclata de rire, un rire nerveux, brisé. Refermer ? Comment ? Elle est morte. La rose n'existe plus. Mais Gabriel fixait la poussière dans ses mains. Elle renaît toujours, si on lui donne ce qu'elle demande. Léa fronça les sourcils. Tu parles d'eau ? Gabriel acquiesça lentement. Pas seulement de l'eau. De la vie. Autour d'eux, le sable grondait, les dunes ondulaient comme des vagues prêtes à engloutir. Le désert réclamait son dû. Et le temps, suspendu, attendait leur choix. Le sable tournoyait autour d'eux, formant un cercle vivant, comme une mer prête à se refermer. Le vent chantait des paroles anciennes que personne ne comprenait vraiment, mais que l'âme, au fond, savait traduire. Gabriel s'agenouilla, serrant la poussière de la rose entre ses mains ouvertes. « Ce n'est pas une fleur qu'on possède, murmura-t-il. C'est une fleur qu'on honore. » Il se tourna vers Léa. « Ton eau. Donne-la-moi. » Elle sortit sa gourde, presque vide. Gabriel versa les dernières gouttes sur la poussière, ses paumes tremblantes. Rien ne se passa d'abord. Puis, lentement, les grains de poussière absorbèrent l'eau, se liant, formant un petit amas sombre. Et dans cet amas, une tige fragile jaillit. Verte, tendre, vibrante. Elle renaît, souffla Léa, les larmes aux yeux. Autour d'eux, le vent ralentit. Les silhouettes de sable s'évaporèrent une à une. Le soleil, longtemps figé, recommença sa course vers l'ouest, étirant les ombres. Montélie tomba à genoux,
le visage creusé de fatigue et de désespoir. Tout ça, pour ça? Une graine? Un symbole? Gabriel se redressa, fixant la pousse. Non, Montélie. Pas un symbole. Une vérité. La rose n'est pas un trésor à emporter. Elle est le cycle lui-même. La preuve que la vie renaît même de la mort, si on lui donne ce dont elle a besoin. La lumière devint plus douce, caressant les pierres et les visages. L'oasis reprenait des couleurs. Les palmiers, un à un, redressaient leurs couronnes. L'eau recommença à couler dans le bassin, clair, limpide. Youssouf regarda l'horizon, pensif. Peut-être que cette légende était là pour nous rappeler d'être les gardiens, pas les voleurs. Gabriel hocha la tête. Et qu'il y a des merveilles qu'on ne peut qu'approcher. Pas posséder. Montélie resta silencieux, le regard perdu. Gabriel, Léa et Youssouf prirent le chemin du retour, laissant derrière eux l'oasis réconciliée avec elle-même. Quand ils franchirent les dernières dunes, Gabriel se retourna une dernière fois. La petite rose, au centre de l'oasis, s'épanouissait sous la lumière. Et dans ce désert immuable, le miracle continuait de fleurir, pour ceux qui sauraient attendre et écouter.